Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Oui, aujourd'hui, dans ce podcast, on s'attaque à un monument de la pop culture japonaise. Oui, pour la première fois, dans la 5e de couve, nous allons sérieusement parler de Gundam. Oui, Mobile Suit Gundam, ce concept qui a aujourd'hui 45 ans. 45 ans, c'est plus vieux que nous, tous. Oui, vraiment, même pour de vrai. Gundam revient en France, en librairie, 45 ans après, en ce mois d'octobre de l'an 2024. Et je dis revient parce qu'il était déjà venu, mais ça c'était pas très bien passé à l'époque, on les avait un peu mal accueillis. En revanche, en anime, en DVD, Gundam, elle a depuis un moment, évidemment, mais maintenant, il repasse donc à l'épreuve du manga sous la plume graphique de Yasuhiko Yoshizaku, le mangaka que vous connaissez peut-être désormais avec Arion ou Venus Wars. Et un tel monument, Cagnard, est-ce que, au moment où tu as lu Gundam The Origin, ça t'a fait peur, ou est-ce que ça t'a donné envie, juste avant que tu l'ouvres, hein, au moment où tu allais ouvrir le manga? Eh ben, je vais prendre la réponse suisse, un peu des deux en fait, parce que je me souviens que quand t'as proposé le sujet, je crois que j'ai été un des premiers à répondre, à dire vraiment ah putain ça va être l'occasion, parce que moi du coup je n'ai jamais lu Gundam, j'ai vu quelques épisodes comme ça au hasard, mais du coup c'est vraiment une saga que j'ai jamais suivie. Et du coup tu proposes le sujet, je me dis ah mais là c'est bon, c'est parfait, c'est l'occasion, je vais pouvoir me lancer, je vais me lancer dans une belle édition en plus. Et donc je commence ma lecture tranquillement, et en fait tu sais l'angoisse t'a gagné peu à peu. L'angoisse m'a gagné. Alors j'étais hyper concentré au début, j'étais là alors ok, il y a ce camp-là, nanana, j'étais non, faudrait pas que je me perde maintenant parce que je vais rien comprendre après. Attends, il vient de dire quoi là en fait? Et au bout d'un moment j'ai arrêté parce que je disais non mais là tu suis rien du tout en fait. T'es trop concentré à bien comprendre l'œuvre, donc j'ai repris du début et là j'ai repris de manière un peu plus cool, genre ça va, calme-toi, c'est un titre, c'est bon, on peut y aller quoi. On va vous aider, découvrir Gundam en 2024, c'est maintenant dans la 5e de couve. On ne pousse pas s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile, le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah les bâtards! Oh this you crazy mother! Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer Mobile Suit Gundam. Salut Julie, salut Cagnard. Salut à tous. Permettez-moi de présenter notre invité aux auditeurs, Jean-Philippe Dubrul, président de l'association AUEG, l'association pour l'essor de l'univers Gundam. Et tu es aussi le traducteur du manga Mobile Suit Gundam The Origin qui arrive en librairie ce mois-ci. Salut Jean-Philippe. Bonjour à tous et merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sois le bienvenu dans la 5e de couve. Tu peux nous convaincre, nous convertir, je sais pas si tu peux utiliser ce genre de mots, mais voilà, tu peux essayer de nous faire plonger dans Gundam, nous et tous les auditeurs. Le nom de votre assaut est trop stylé. Par contre, on dirait que vous préparez une invasion, soyons clairs. Mais alors, le nom de l'assaut est très stylé. Pour être tout à fait exact, c'est une ref à Gundam. Forcément, c'est le camp des protagonistes de la suite de la première série, Zeta Gundam, qui luttent contre les méchants, qui eux sont des envahisseurs, des gens pas commodes du tout, les titans. Si vous nous découvrez seulement maintenant, merci à tous d'être avec nous et d'écouter la 5e de couve, un podcast manga, on est hebdo, on dure 1 heure, c'est plus de 250 émissions, regardez, scrollez, écoutez, il y a de tout, de la thématique, du catalogue, de l'analyse, du top, de la biographie, des débats et tout un tas de choses. Si vous aimez ce qu'on fait, laissez un commentaire, abonnez-vous aux notifications sur vos apps podcast et partagez l'émission, c'est le meilleur moyen de nous aider. Donc Gundam, disons-le clairement, dans la 5e de couve, Gundam et les mechas en général, c'est pas notre dada. C'est pas que c'est pas notre dada, c'est qu'on en a peu lu en fait. Il y en a aussi peu de dispo en France finalement par rapport à la masse qui existe. Et donc il y a toujours une frustration face à ces histoires, ces livres-mondes, ces univers super construits, parce que c'est ça Gundam, c'est des mangas, c'est une série monde à la base. Exactement, je pense que c'est la meilleure manière de le résumer. Ce sont des univers extrêmement riches, extrêmement détaillés, et il faut pas que, parce que je reviens sur ce que tu as dit au début, il faut pas que cette richesse fasse peur au demeurant, parce que ça peut être très impressionnant. On se dit, voilà, combien de fois
des gens ont dit oui, Gundam, bon, ça a l'air assez incontournable. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Par où je commence? Est-ce qu'il faut que je regarde 4 milliards de trucs avant d'attaquer tel titre qui va sortir, etc. Donc il y a toujours ce questionnement, et c'est vrai que ce sont des mondes, vraiment, c'est ce qui fait la force de l'univers, mais déjà deux choses. Finalement, quand on y va détendu, finalement, pas comme moi. Plonger dans le bain, c'est plus facile. Et c'est vrai que tu parlais aussi de robots, du fait que voilà, il y a une profusion de tout ça. Gundam, ce sont des univers, et deux, sont des univers peuplés avant tout de personnages. Gundam, ça parle moins de robots que de personnages humains, et je vais d'emblée parler de manière un peu familière, mais quand tu parles à des fans de Gundam, les fans de Gundam, c'est pas des bandeurs de robots, c'est des bandeurs de Char Aznable, par exemple, personnage ultra emblématique, le Dark Vador japonais, voilà, qui vient de Gundam. Donc il s'attache au personnage, voilà, jusqu'au décorum, on va dire. C'est ça. Même si les robots, c'est un kiff et c'est présent, et c'est très bien fait. Mais en Moi, tout cas, c'est mon kiff. En discutant avec certains auditeurs, on s'est rendu compte que c'était le cas de beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. Donc voilà, on allait te chercher toi, Jean-Philippe, pour nous aider à rentrer dans cet univers géant. Donc Gundam, c'est quoi? On va faire un peu d'histoire. Je te laisse me compléter au fur et à mesure. Gundam, c'est le nom du robot principal de la première série. On est bon. Le premier robot, Mobile Suit Gundam, qui a donc été créé par Yoshiyuki Tomino en 1979, qui est venu il y a 5 ans en France nous voir à Japan Expo. C'est une série où l'humanité se fait la guerre un peu tout le temps. Cette humanité, elle a dû quitter la planète Terre pour coloniser l'espace dans un futur lointain. Et donc le nom Mobile Suits, c'est le nom générique des robots qu'on voit dans les séries. C'est ça, exactement. Mobile Suit, c'est une voiture, et le Gundam, c'est une Renault. Enfin, c'est une Twingo. Voilà, pour faire ça. Ok. Renault, la marque, c'est la fédération terrienne qui l'a fait. Ouais, c'est ça. Voilà, pour schématiser, c'est ça. Le Gundam scénique, Exactement. T'imagines, ça se transforme, ça devient une autre série qui s'appelle Transformers après. Bah voilà. À la base, Gundam, c'est donc une série animée, puis c'est aussi une sorte de pari de Bandai à l'époque, celle de faire des jouets plus complexes que ce qu'on trouvait pour les Sentai, par exemple, ces fameux Gunpla. On appelle ça des jouets pour presque adultes. Ouais, adultes. C'est pas pareil, quand même. Les robots Transformers pour les enfants et les Gunpla, il y a quand même tout un monde. Mais oui, entre c'est les pour deux. ça, c'est ce que je dis justement. Ouais. L'idée, c'était de faire quelque chose de plus complexe. Plus qui tient de la maquette, limite un peu. C'est ça, ouais. Et en fait, ça s'est passé en 2 temps parce que en fait, Bandai n'était pas là au début de Gundam. Quand la série a commencé et qu'elle a bidé, il faut le dire, Gundam, ça commence par un bide. C'est l'espace, voilà, le vide. Quand la série a commencé, en fait, c'était le sponsor n'était pas Bandai, mais Clover, qui était une boîte, en gros, qui fabriquait des jouets pour les gamins et qui, voyant le succès de Mazinger, précédent, un ancêtre de Goldorak, voyant ce succès-là, a dit à Tomino, tu me fais la même chose. Sauf que Tomino, vous apprendrez à le connaître, c'est un troll. Il a fait absolument pas du tout ce qu'il avait dit au sponsor. Et bon, il a fait une série plus mature. Forcément que les enfants à qui le sponsor voulait vendre ses jouets, ils n'ont pas regardé la série, donc ils n'ont pas eu envie des jouets. Et ça a accompagné le bid. Bandai est arrivé après. Bandai a senti qu'il y avait... Toujours les bons coups, Bandai. Exactement. Et ils ont senti en fait qu'il y avait une hype qui se développait autour de Gundam quand même. Et ils se sont dit, tiens, personne n'a fait de maquette. Nous, on va le faire. Et en plus, les consommateurs de maquettes au Japon à ce moment-là, c'est les enfants certes, mais aussi les surtout garçons un peu plus âgés. Et c'est comme ça en fait que le Gunpla est arrivé à travers cette opération de sauvetage de Gundam, en mode la diffusion télé a bidé, mais on sent qu'il y a quelque chose qui couve, on va faire les choses bien. C'est assez marrant parce qu'au final, la culture de la maquette au Japon, ça date d'avant Gundam et compagnie, donc j'imagine que oui, il y avait déjà un truc de attendez, si ce dessin animé qui n'a pas plu aux enfants, les enfants ne vont pas acheter les jouets, mais par contre, si on se concentre sur des maquettes, les trucs qui appartiennent, que les Japonais font d'enfants, mais jusqu'à adultes, c'est très malin, mine de rien. Tu vois, ils ont juste déplacé le curseur un petit peu. Ça te permet d'augmenter le prix en plus. Et voilà, petit carton. Ouais, puis c'est pas juste une maquette, le Gunpla, c'est le Gunpla. Voilà.
Non, mais après, moi, je me permettrai pas de parler de Gunpla parce que c'est vraiment quelque chose qui me fascine, tout comme l'univers Gundam. Mais pour l'instant, je suis entièrement novice, donc je vais pas commencer à en parler. Mais je trouve que je voulais porter une petite précision. Tu me diras si je me trompe ou pas. Mais depuis la France, on a évidemment l'impression que Gundam, c'est un monument de la culture populaire japonaise. Mais moi, j'aimerais apporter une nuance en disant que ce qui a fait quand même ce retentissement, c'est quand même beaucoup le merchandising. Et que les œuvres, finalement, qu'elles soient... quand c'était diffusé à la télévision, évidemment, il y avait une très grande visibilité dans les foyers, etc., des années 80, et ça a bien pris. Mais je pense que petit à petit, ce qui a pris le pas, c'est quand même le Gunpla, les objets dérivés, les jouets et tout le merch qu'il y a eu, des cartes ou des objets, des vêtements, enfin tout un tas d'objets qui ne sont pas forcément, propres à la culture manga. Alors, 2 choses là-dessus. Je partage cet avis. Enfin, je le trouve bien, bien précis. D'abord, c'est vrai que Gundam au Japon, on va prendre vraiment le cas japonais, Gundam au Japon, c'est le premier Gundam. C'est vraiment c'est l'œuvre culte, enfin c'est Star Wars tout simplement en fait. Et quand même des gamins d'aujourd'hui en France ou n'importe où en Occident jouent à Star Wars et compagnie, bon ils ont peut-être un ou deux jouets de la postlogie, mais bon il y a papa ou maman qui est passé derrière et en général c'est plutôt des trucs de la trilogie initiale. Et aujourd'hui au Japon, impossible de ne pas voir un Gundam quand on va en vacances au Japon, on passe dans Tokyo, on est quasiment obligé à Tokyo de tomber sur quelque chose Gundam quelque part. En tout cas dans le merch c'est sûr, mais pour encore montrer ce poids du premier Gundam qu'on voit partout, le fameux char Aznable dont je parlais tout à l'heure, je sais pas moi, il y a 2 ans il était en partenariat avec McDo, il y avait le triple cheese 3 fois plus vite, 3 fois plus épicé, voilà, parce que en gros char il a un robot rouge qui va 3 fois plus vite que tout le monde, donc voilà il y a des vannes là-dessus, mais même dans un burger de McDo. Donc vraiment, c'est une marque hyper présente. C'est surtout le premier Gundam. Après, il y a une exception à ça. C'est Gundam Seed. Je vais citer cette œuvre en particulier. Gundam s'est un peu essoufflé dans les années 90. Et début des années 2000, en gros, ils ont fait un remake qui s'appelle pas remake, mais bon, on voit, les fiches elles sont grosses. On se sait. Voilà, Gundam Seed, qui a été un carton absolument monumental. Là, 20 ans après, ils ont sorti un film conclusif, Gundam Seed Freedom, qu'on a même eu en salle en France pendant un week-end. Et le film, au Japon, il a battu tous les records en salle. Et ce Gundam Seed, en fait, ce renouveau de Gundam au début du XXe siècle, voilà, là, on mesure, avec ce nouveau film qui est sorti, à quel point il a marqué. En fait, il y a les nostalgiques de 2e génération de Gundam qui sont là. Mais c'est pas les vrais, ceux-là. C'est d'autres. Mais Gundam Seed, c'est aussi présent. Voilà, moi, je me baladais il y a quelques années, je sais pas, dans un magasin random de Tokyo, ça passait la radio et ça passait les openings de Gundam Seed. Voilà, donc c'est resté. Non, mais dans le moindre petite tirette à pièces. Ouais, ce qui est fou, c'est que même si la série, au bout d'un moment même, tu sais, n'a pas d'actualité de nouvelles sorties manga ou de nouveaux films ou quoi que ce soit, sa présence est quand même, elle est quand même absolue. Elle est partout. Tu as le moindre gacha au Japon, t'en as forcément un Gundam. Jeux Olympiques de Tokyo, le marathon, par où il passe, au pied du Gundam géant. Forcément. C'est qu'on n'est même plus. Tu disais, on n'est même plus dans l'œuvre, on est même au-delà du merch, on est dans un phénomène social. La Gundam, c'est là, ça fait partie du décor, littéralement, quand il y a les statues. Et donc, dès le début, en 79 ou quelques mois après, il y a eu une production de manga, comme ça se fait beaucoup au Japon. Hein. On fait un animé, on fait un manga, on fait des jeux, enfin voilà, ça a toujours été cross-média. Et depuis, il y a quoi ? Il y a plus de 30 séries, plus de 40 séries différentes ? Quelque chose comme ça en termes de manga. Les mangas, c'est impossible de les compter parce qu'il y a vraiment eu des trucs dans tous les sens. Dès le début, donc il y a eu une adaptation en manga, dès la première série, un truc fait à la va-vite qui n'a rien à voir en fait avec la série, mais comme ça se faisait à l'époque, vraiment. Ouais. Et il a fallu attendre, je dirais, les années 90 pour qu'il commence à y avoir des mangas un peu appliqués, un peu faits en concertation. Quand même, est-ce qu'il y a un canon qui s'est créé à ce moment-là On peut dire ça, même si... alors c'est quelque chose dont je traite dans un ouvrage que j'ai écrit sur Gundam, qui est paru chez Third Edition il n'y a pas très longtemps. Et donc je vous spoil un bout du bouquin qui est sur cette histoire du canon, qui revient souvent.
Et là-dessus, j'ai observé moi personnellement que, en général, dans la pop culture japonaise, les créateurs et ceux qui publient, qui éditent, s'en foutent. Ok. Du canon en général. C'est-à-dire qu'un exemple. C'est les fans qui se prennent plus la tête sur ce qui est canon que les créateurs. Il y a l'exemple de Zelda avec Nintendo. Pendant des décennies, on peut le dire, il y a le fandom occidental qui s'est monté la tête à chaque nouvel épisode de Zelda, dans quel ordre, etc. Comment ça a rebooté, etc. Et au bout d'un moment, Nintendo leur a dit, mais on s'en fout en fait. Et puis dans un deuxième temps, il dit, bon, si vous voulez vraiment un canon, ok, on va vous en donner un. Mais bon, je crois que Kingdom Hearts, c'est la meilleure définition de ça. Alors personne ne comprend l'histoire et tout le monde s'en fout. Mais c'est là où moi je pense que ça impacte avec la culture manga, on va dire, parce que en fait il y a tout un pan des amateurs de manga, donc on va dire les otaku, qui se sont réveillés avec Gundam et qui ont complètement absorbé le truc. Qui l'ont vraiment fait le socle de leur culture et de leur fandom, quoi. Enfin, mais garde ça pour la fin de l'émission. Julie, elle veut tout de suite aller à la fin. Il faut qu'on parle quand même de Gundam The Origin avant. Pardon. Gundam The Origin, c'est la première sortie en France depuis 20 ans, un peu moins de 20 ans. Mobile Suit Gundam The Origin qui ressort en France après une première publication. C'était en 2006 chez Pika Édition à l'époque. Et désormais elle est compliquée à trouver. Ouais. Et désormais c'est une édition Vega Dupuis qui sort, une version luxe avec un tome double, couverture cartonnée, une 29,90€ pour le prix public de cette série. Ça sera en 12 volumes. Et donc Mobile Suit Gundam The Origin, c'est peut-être la série la plus accessible de Gundam. C'est tout simplement le remake du tout début. Donc pour le coup, s'il y a un truc dans lequel on peut se lancer sans se dire je dois avoir vu des choses ou lu des choses avant, s'il y en a un, c'est celui-là. Un cagnard, t'étais stressé. Une fois cette phase de stress passée, tu vois, je peux confirmer, l'entrée en matière est plutôt parfaite. Elle est même assez impressionnante, je trouve. Il y a un côté très... Comment t'as ressenti? Qu'est-ce que tu as pensé très vite de ce tome 1? Honnêtement, première page, deuxième page, je me suis dit, waouh, le découpage. Vraiment, je me suis dit, mais tu sais, il y a de l'audace pour un titre qui est quand même assez ancien. Il y a de l'audace sur le découpage. J'ai vraiment vu un film et tout. Je me suis dit, putain, c'est vraiment cool. C'est bien dessiné parce que moi, la plus grande peur que j'avais, enfin peur, on n'en est peut-être pas à ce niveau, mais on parle quand même de Gundam où il y a quand même un truc beaucoup avec les couleurs de l'animé. Et donc moi, évidemment, ma première crainte, ça a été comment on va différencier les combats de Gundam, comment on va savoir si un tel et un tel. Et franchement, ça marche super bien. Donc, je connais pas ce. J'allais dire, je connais pas ce dessinateur, mais si, en fait. Évidemment que je le connais, je suis con. Et franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant comme entrée en matière. Il a fait un film. Il a fait une vraie entrée en matière de film de SF. Tu sais, ça te fait voyager dès le début. Oui, puis vous allez voir l'arrivée du Gundam parce que l'histoire commence. On est sur une sorte de préparation d'attentat sur une colonie spatiale. Donc, t'arrives dans le dur quand même tout de suite, tu vois. Et l'arrivée du Gundam, comme tu dis, je l'ai trouvé hyper sombre. Je me suis dit, mais là on arrive, enfin il a l'air menaçant, il a l'air terrifiant le Gundam, la manière dont il arrive, et en même temps je découvre le ton de la série et je me dis ok, c'est quand même assez dur. Et très rapidement en fait j'ai fait un énorme parallèle avec l'attaque des Titans, tu vois, où je me suis dit on est sur le même genre de récit où on va très vite arriver sur des mécanismes plus humains que robots, alors que moi j'étais là pour les robots quand même. Je suis venu pour les gros robots, tu vois. Moi j'ai toujours vu des parallèles entre l'attaque des Titans et les mechas, mais et là il y a ce truc de c'est la guerre, on va se concentrer sur les personnages. Le héros dans les premières pages il ressent un désespoir qui est très profond, il est confronté aux horreurs de la guerre, donc tu sais tout de suite que tu vas être sur un truc réaliste quand même, où on va vraiment parler des effets de la guerre. Et franchement ça m'a happé, j'ai vraiment été happé par le tome 1. C'était passionnant. Ok. Qu'est-ce que je peux rajouter? Écoute, tu levais la main depuis tout à l'heure, t'avais plein de trucs à dire. Alors pourquoi t'as pas aimé toi? Merci. Non, mais moi j'étais contente de retrouver finalement le déroulé des premiers OAV, quoi. Enfin, parce que vraiment là, c'est pas un copier-coller, mais c'est... Ah, c'est du plan par plan, tu penses? Non, c'est pas plan par plan. Et d'ailleurs, je trouve que, c'est, en tout cas, The Origin, ça t'apporte plus. Les premières pages couleurs, ça pose quelque chose, quoi. T'es pas
t'es pas déçu du voyage, franchement. Après, en fait, t'as quand même 430 pages, je crois, à peu près, et tu finis frustré parce que finalement, il y a très peu de choses qui se sont passées. Enfin, t'as envie de... Tu sais que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir, sans doute, mais en tout cas, c'est surtout que l'univers est immense et tu sais que t'en as eu une miette, quoi. Donc, forcément, voilà, ça crée une envie de plus qui est quand même intéressante. Jean-Philippe, toi, tu vas avoir un ressenti à nous livrer qui ne peut être qu'unique puisque tu connais déjà la série, tu connais Gundam par cœur et en plus, tu dois travailler dessus puisque tu as traduit Mobile Suit Gundam The Origin. Et je crois que t'aimes bien les robots en plus. Et les relations entre eux. Un petit peu. Mais non, c'est vrai que c'est particulier à faire Gundam The Origin parce que je suis fan de Gundam depuis longtemps. J'ai été client de l'édition Pika, déjà traduite en son temps par Daniel Andreev. Ah ouais et oui. Ah, c'est trop marrant ça. Et oui, très bien d'ailleurs. Donc voilà, il y a un peu une émotion de passer sur ce titre-là. Et comment dire, l'auteur, Yoshikazu Yasuhiko, donc, qui est un dieu vivant du manga. Voilà, il suffit d'ouvrir un peu ce Gundam The Origin, mais les autres trucs qu'il a fait, c'est ahurissant, le niveau du mec. Et, même la modernité de son trait, je trouve ça assez dingue. Complètement. Enfin, vraiment, c'est un trait que, je fais une toute petite digression, mais avec notre association Gundam, voilà, on a longtemps prêché dans les conventions quand il y avait plus de Gundam en France. Et on est tombé dans des conventions de BD franco-belges. On était un peu le seul truc qui fait des choses un peu japonaises, donc on nous regardait bizarrement. On nous avait recrutés parce qu'on faisait faire des maquettes aux gamins, donc ça arrangeait tout le monde. L'animation. Voilà, ça arrangeait tout le monde. Sauf que on avait des tomes de Gundam The Origin, on a montré aux gens, non mais regardez et tout, et les gens me disaient, bah écoutez, j'aime pas le manga, mais ce que vous me montrez, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Et donc, moi depuis, j'ai cette conviction pour ce titre-là, que si ça peut impressionner même des gens qui sont hermétiques par principe au manga, il y a un potentiel de dingue. Et sur Yoshikazu Yasuhiko, voilà, là on parle de son trait, mais il y a sa narration, il y a énormément de choses. Son découpage, il est fou. Enfin, c'est vraiment fou. C'est trop bien, quoi. Et j'ai la chance aussi d'un peu suivre cet auteur parce que l'éditeur Naban a sorti Arion, Venus Wars, va sortir Jésus et Jeanne, puisque l'auteur est spécialisé dans les mangas historiques, et Jésus il l'aborde d'une manière historique plus que religieuse. Et c'est vrai que ce qui est renversant avec cet auteur, donc là je parle un peu côté coulisses, c'est que c'est compliqué à traduire parce que dès qu'on tourne une page, on s'arrête dessus 5 minutes. Tout simplement. Moi je me prends des claques à chaque fois que je tourne une page, je dis oh là là, putain, c'est beau. Vraiment, je suis en pamoison devant. Et donc ce qui fait que c'est un peu long à traduire. Tu m'étonnes, ouais. Tu détruis ton rythme de travail. Oui, c'est ça, mais parce que c'est comme disaient les jeunes il y a un an sur les réseaux, on mange Gucci, quoi. Vraiment, c'est du 3 étoiles à chaque page, c'est ça qui est hallucinant. Donc, ne serait-ce que, je vais là, dès maintenant, spoiler un petit truc que je voulais dire peut-être en guise de conclusion, mais Gundam The Origin, en fait, sur tous les éléments que ça brasse, ça va être le dessin, ça va être les robots, ça va être les personnages, ça va être la narration, ça va être le récit, sur tout ce que ça brasse, c'est au top niveau. En fait, c'est ça qui est dingue dans ce manga-là. Et voilà, on parlait de Gundam, évidemment. Gundam The Origin, il faut rentrer dans Gundam. Mais ce manga-là a l'avantage d'être non seulement c'est Gundam. Donc Gundam, c'est cool. Voilà, moi, je le dis comme je pense. Oui. Gundam, c'est super. Mais en plus, c'est Gundam par Yoshikazu Yasuhiko. Ouais, c'est ça. Donc c'est double ration. Double plaisir, effectivement. Mais tu vois, je rebondis sur ce truc de Gundam, c'est cool, on est d'accord. Et le look du robot, tout est cool. Sauf que Gundam The Origin, c'est super dramatique quand tu lis le tome 1. Ah bah moi c'est là que j'ai sorti le rapport avec l'attaque des Titans, où je me suis dit ah oui, dis donc, c'est vraiment quasiment le même début qu'Eren. Elles sont où les vannes C'est la même situation initiale. Ça, on me l'a fait remarquer hier. Moi j'avais jamais fait le parallèle qui est évident pour vous, mais c'est vrai que quand on me l'a dit, j'ai été soufflé, enfin je dis 3-4 fois, mais ouais, c'est ça. Donc voilà, si vous avez aimé l'attaque des Titans et en particulier la mise en place, la première moitié du premier tome de Gundam The Origin, c'est pareil. C'est la même, sauf que Gundam, c'était avant. Isayama n'a jamais cité Gundam. Si. Et il a même cité Meuf Love Alternative, si tu veux. On est dans un autre niveau. Non, mais ça m'aurait étonné quand même. Mais du coup, tu sais, ça a limite amélioré l'image que j'avais de l'attaque des Titans aussi, parce que je me suis dit, putain, le mec, il a créé des Gundam organiques. C'est quand même une super idée aussi, tu vois. Il y avait Evangelion aussi.
Il y avait Vision d'Escaflowne. Moi, j'étais team Vision d'Escaflowne. Désolé. On va arriver bientôt à Patch Labor. Donc, c'est assez dramatique. Et en même temps, il y a un héroïsme dans le design du Gundam, du Mobile Suit, qui est assez fort. En comparaison d'ailleurs aux Aku qu'on voit tout de suite, qui sont les vieux Mobile Suits. Les ennemis. Ouais, les ennemis qu'on a envie de mettre à la casse, quoi. Bah après, moi, j'ai bien aimé quand Cagnard a relevé que effectivement, le Gundam, il est quand même auréolé de nos attentes après toutes ces années, effectivement. Mais quand tu le vois dans la BD au premier abord, effectivement, il est effrayant. Enfin, il y a un côté menaçant qui n'est pas caché du tout et qui vraiment te remet une fois de plus dans l'ambiance dramatique et de dire attention, là, on va sur un terrain sur du dramatique, adulte, on va parler de choses terribles et de la guerre et effectivement, c'est quelque chose peut-être qui a été un peu occulté à force d'avoir été mis sur un piédestal il y a plein de fans, de communautés de fans qui adorent la série, et puis en fait là on a vraiment l'occasion de découvrir le contenu et de quoi ça va parler de fait quoi, et de le découvrir par nous-mêmes. Donc moi j'ai trouvé c'est embêtant parce que j'étais en train de me dire c'est quand même le récit d'adolescents par excellence, mais effectivement c'est pas il y a de tout quoi, c'est initiatique, c'est réaliste et ça parle beaucoup de la gestion des émotions, mais le tout emballé dans ce contexte guerrier, militarisé, dystopique, complètement où on est tout le temps pris entre les deux feux, d'être enthousiaste de découvrir cet univers et en même temps de prendre à chaque fois des grosses claques de cruauté, comme c'est sombre en fait. L'avenir est sombre. Ouais, c'est sombre. Pour moi, ce Gundam, qui est le premier Gundam en fait, c'est de la tragédie grecque. C'est de la tragédie grecque dans l'espace avec des robots certes, mais ça reste de la tragédie grecque avec des dilemmes moraux en fait. Ouais. La manière même dont ils mettent en place les personnages et tout, c'est quasi une pièce, quasi une pièce de théâtre. D'ailleurs, il y avait un peu d'appréhension de mon côté parce que je sais que parfois avec les mangas historiques ou autres, j'ai un peu du mal avec le côté militarisé et le côté patriotique qui peuvent avoir. J'ai lu il y a pas très longtemps Kaiju Defense Force, tu vois, que j'avais trouvé sympa, mais il y a un côté patriotique qui me saoule un peu parce que j'aime pas spécialement l'armée, on va dire quoi. Et ben ça c'est un truc qui m'a surpris parce qu'en fait dès le début on te fait bien comprendre que d'un côté ou de l'autre les militaires c'est quand même magouille, on est tout de suite dans un truc où on te fait comprendre que la voie du patriotisme en fait c'est une voie qui demande des sacrifices, qui va être cruelle et c'est il le répète plein de fois dans le tome 1 genre sacrifier nos jeunes, et je trouvais que c'était hyper pertinent en fait parce que c'est quasi un manga qui te dénonce, enfin non c'est même un manga je pense qui te dénonce, j'ai lu qu'un tome donc je peux pas trop dire, mais vu comment ça part je me dis que c'est quand même trop bien de faire un manga comme ça pour dénoncer cet aspect un peu militarisé qu'on peut avoir de la jeunesse et comment on peut les motiver juste avec des beaux discours on va dire quoi. Avec une base donc qui date de 1979 même si ce manga est plus récent. Justement tu parles de discours et de cette posture antimilitariste et qui remet en question. Tu vas voir le tome 3 donc tout ça est déjà présent dans la série 79 puisque c'est une adaptation, c'est un remake, mais en fait dès que tu commences à voir les dirigeants des factions en guerre, tu comprends très vite que le discours de l'œuvre c'est pas de dire de les suivre et c'est pas de dire que c'est des gens bien, c'est hyper explicite quand même, de manière assez avec des scènes de grands discours de harangue qui rappellent les heures les plus sombres de notre histoire, bien sûr. Mais ça a tellement l'attaque des titans encore, ça a tellement impressionné que c'est un trope de l'animation japonaise, c'est-à-dire le nombre de, je crois que la série avec les cerfs là en ce moment, Shikadoko machin, il y a un épisode où il y a la scène du discours en fait, du discours du chef de Zion. Elle est repompée, mais elle est repompée partout. C'est un motif, c'est un trope de l'animation japonaise. Quand tu veux mettre un dictateur, un méchant,
bien sale, bien salaud, tu mets ça. Mais il y a un côté, bon alors c'est moi je vais donner que des références post Metal Gear Solid, mais Metal Gear Solid, ouais, c'est la bonne émission, je suis bien. De ce côté-là, ça m'a fait penser un peu à Starship Trooper, tu vois, qui te montre des trucs assez cool, on va tuer des monstres et tout, mais le sous-texte c'est quand même anti-militariste et tout, et j'adore ce genre d'œuvre, moi. Mais il y a des choses qu'on retrouve aussi dans les héros de la galaxie aussi. Oh mon Dieu, quelqu'un qui connaît les héros de la galaxie, mais tu ne connais pas Maxime Bender? Les héros de la galaxie, il est président de l'association des héros de la galaxie. Ça existe. Il n'y a que moi dans l'association. Mais non, je veux une carte de je membre. suis avec toi. Ah mais je veux une carte de membre. Alors, je traduis l'animé pour ADN. En fait. Ah bah en plus. Passage, donc. Mais le manga est absolument génial aussi. Et le traducteur du manga, soit dit en passant, Junichi Takeda, est le traducteur historique de Gundam en France. En plus. Donc voilà, c'est un petit monde et il y a des ponts, enfin voilà. Tout se recroise. Justement, nous on a lu ce tome 1 où effectivement on voit un attentat contre un pays qui probablement préparait quelque chose qui ressemblait aussi à un attentat. Donc finalement il pourrait dent pour dent. Hein. De toute façon, dent pour dent, je crois que c'est le fil rouge de ce tome 1, tu vois. Et alors toi qui connais très bien la série, pour ceux qui vont lire le tome 1 ou qui viennent de lire le tome 1, qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite dans Gundam The Origin? En fait, tu as un peu à chaque tome ou tous les 2 tomes, tu as un nouvel élément qui est introduit. C'est comme un morceau de musique classique où tu as une boucle et puis un nouvel instrument qui arrive. Et puis une boucle et un nouvel instrument qui arrive. Donc ça se dévoile comme ça par couche. Le début, j'ai envie de dire, c'est le début. Le tome 2, ça va être ce personnage masqué qui a l'air mystérieux. Il a l'air encore plus mystérieux, dites donc. Donc voilà, ça commence. Il a quand même 2 masques. Hein. J'étais là, ah bah si toi t'es pas ténébreux quand même. Voilà. Non mais j'adore ce personnage aussi sous la plume de l'auteur. Enfin, sur chaque case, il a l'air d'avoir 3 idées derrière la tête. Enfin, c'est un plaisir, vraiment. C'est un plaisir à regarder. Tome d'encore après, c'est là qu'il y a les dirigeants, il y a les discours, les machins. Puis après, il y a aussi une dimension métaphysique qui va commencer à arriver. Donc c'est et puis les new types et tout ça. Voilà, pas mal de choses qui font qu'on est dans... Oui, on est dans de la grande et de la belle SF, je dirais même de la SF qui rappelle les grandes heures des années 70. Vous avez tout à l'heure parlé de l'intro, des premières pages du premier tome, où on est vraiment là-dedans. Donc je pense aussi qu'une partie du public que cette série peut aller chercher, c'est justement ces amateurs, c'est Dune. Voilà, trentenaire, quadra et plus, mais vraiment, si vous avez aimé Dune, franchement, allez dans Gundam. C'est pas tant que ça a beaucoup de choses à voir, mais on est dans ce calibre de SF, j'ai envie de dire, et un personnage comme Paul Atreides ne jurerait pas du tout dans Gundam. Non, carrément, ça serait un personnage parfait même pour Gundam. Alors ça, c'était donc pour Mobile Suit Gundam The Origin, qui vient de sortir aux éditions Vega Dupuis, éditeur qui s'est décidé de dédier toute son âme à Gundam a priori, ou une grande partie de son catalogue, puisque le 8 novembre prochain sortira Mobile Suit Gundam Unicorn. Et alors là, de ça, on est dans une autre ambiance. On a l'impression que c'est une autre discothèque avec Unicorn, parce qu'on rentre tout de suite dans ce que j'appellerais de la grosse hard SF mecha. Je le décrirais comme ça assez vite. C'est beaucoup moins introductif que The Origin, quoi. Oui, c'est vrai. T'as l'impression de devoir déjà un peu connaître quand même Gundam pour tout piger. C'est ça, vraiment. En fait, Gundam Unicorn, donc, qui est aussi l'adaptation d'une série animée. Tout à fait. Gundam Unicorn, c'est une série animée à l'origine qui a été faite pour les 30 ans de Gundam. Et c'est vraiment... donc ça se propose un peu de fermer la première chronologie initiée par le premier Gundam. Donc c'était le sens de la sortie chez Vega. Hein, c'était de poser des jalons, le début et une fin ou une fin provisoire. Et ensuite, ils vont détailler un peu ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Mais ils voulaient vraiment poser des jalons. Et en fait, Gundam Unicorn, c'est aussi une série à l'origine qui... pour les 30 ans, c'est une fin en forme de revisite un peu du mythe. Donc c'est vrai que ça s'adresse surtout à ceux qui ont vu ou lu l'histoire originale, parce qu'eux, ils vont voir des rêves partout, et vraiment, c'est extraordinaire. Enfin, en tant que fan de Gundam, Unicorn, c'est une fête permanente. Ouais, dès le tome 1, t'as l'impression... Tu vois qu'il y a des rêves, mais quand tu ne maîtrises pas... Tu restes à la porte, tu dis oh non, moi ça a l'air sympa, mais pour les autres.
ça freine pas non plus le récit. Alors je veux ça dire, freine j'ai pas non plus. J'ai pas Non, été on est d'accord. perdu. Mais effectivement, il y a des persos qui arrivent, tu te dis, bon, s'il y a ce plan là comme ça, c'est que j'imagine que ce perso représente quelque chose, tu vois. C'est ça. Mais je pense, et là où Unicorn est bien fait justement, c'est qu'il est appréciable. Sans ce bagage, ça peut être, et ça a été pour un certain nombre de gens à l'époque de la sortie de l'animé, ça a été un premier Gundam pour beaucoup de gens, et qui a des qualités, une production value, c'est un blockbuster. Le truc, c'est un spectacle magnifique, et le manga est dans cette veine évidemment. Mais ce que j'aimerais, ce que j'ai vu moi, c'est des gens commencer par Unicorn, se dire ouais, Gundam, ça a l'air bien. Ils ont recommencé depuis le début. Et ils ont pu revoir Unicorn avec des yeux neufs. Et là, ouais, tu m'étonnes. capter tous les trucs. Et ils ont eu la chance, que moi j'ai pas eu parce que je connaissais un peu Gundam avant, ils ont eu la chance de découvrir Gundam Unicorn 2 fois et de kiffer 2 fois de 2 manières différentes. Et c'est vraiment quelque chose que je recommanderais pour le coup à certains. Alors c'est toujours mieux de faire dans l'ordre, mais ne pas hésiter non plus à commencer, si les événements font qu'on commence par Unicorn, pas hésiter à se lancer parce qu'encore une fois c'est une très bonne œuvre qui peut être appréciée en loupant 2-3 trucs, c'est vrai, mais allez-y quand même, et si ça vous plaît, commencez par le début et refaites-vous Unicorn, parce que vraiment c'est génial. Ouais, en fait, moi, je pensais tout à l'heure à ton anecdote dans les salons de BD. Et en fait, j'ai trouvé que Unicorn était un peu plus adapté aux amateurs de bande dessinée, dans le découpage, dans la façon dont c'était dessiné, la mise en scène. Alors que, comme on disait tout à l'heure, le trait de Yoshikazu, c'est manga, quoi. Enfin, moi, j'ai vraiment, eu plus l'impression presque de voir un dessin animé en lisant Unicorn qu'en lisant The Origin, où j'étais dans un manga tout court. Je dirais Unicorn, c'est vrai, est assez classique dans sa mise en page. The Origin, parce que c'est Yas, c'est de la BD au sens large d'auteur, en fait. Donc voilà, après, il est école manga, mais c'est lui son style, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui se démarque. Unicorn est plus classique, ce qui n'est pas un défaut. Non, bien sûr. Lui même on le voit dès le début avec les combats. Ça envoie très vite du lourd. Et puis du coup il y a ce design de la licorne, évidemment. Vous avez eu quel sentiment vous de votre côté sur la lecture de Unicorn ? Mais écoute, pour tout te dire, j'avais un souci de garde cet après-midi et donc je l'ai lu avec une petite fille qui me disait « Mais là, il y a écrit quoi ? Mais pourquoi il fait ça ? Ah, c'est les méchants ! Le Condition robot, idéale. » Et donc, j'ai pas tout saisi, toutes les références, tu vois. Je pense que je le redécouvrirai. Mais, en tout cas, j'ai fait le test. Effectivement, c'est un peu violent, mais... si on édulcore un peu les dialogues, finalement ça reste une histoire, comme tu disais tout à l'heure, assez épique, avec des combats, avec des gens qui font le bien, le mal, on sait pas trop, mais il y a des humanités comme ça qui se bousculent, et donc ça peut être fascinant, même quand on sait pas lire. Et comme d'origine, ça commence par un attentat. Oui, c'est vrai. Là, on voit les deux parallèles avec, encore une fois, des histoires de guerre et des individus qui vont avoir des trajectoires assez dramatiques. En tout cas, c'est comme ça qu'on les projette très vite à la lecture. Unicorn, t'en as pensé quoi, Cagnard ? J'ai détesté. Non, je pense que mon défaut ça a été d'avoir lu les 2 d'affilée, vraiment. Et du coup en fait comme tu dis il y a à peu près la même mise en place d'histoire dans les 2 et du coup j'ai eu un effet de bis repetita mais un peu moins bien que The Origin, et je dis un peu moins bien pour rester respectueux parce que vraiment The Origin j'ai pris une claque visuelle vraiment. Disons que The Origin t'as l'impression qu'il s'adresse à nous tout court, tout de suite, l'auteur, l'histoire, la mise en place, tu vois par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire et à comment et à ce qu'on aime lire, t'as effectivement l'impression que The Origin s'adresse directement juste à nous et pas aux autres, à notre genre de lecteur, tu vois, de lectorat. Après, honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt fluide. Je me suis pas senti à l'extérieur de la fête, tu vois, genre je comprends rien de ce qui se passe, mais bon, j'attends de voir des robots. Non, j'avais quand même toutes les histoires en tête. Et non, honnêtement, je pense que pour les fans, la question se pose même pas. De toute façon, ça doit être vraiment. Tu sais, je vois ça un peu comme le All-Star, le All-Star Game Gundam, tu vois, où voilà, va y avoir vraiment plein de trucs pour les fans. Moi, je l'ai trouvé cool, fluide, mais effectivement, je le conseillerais vraiment de commencer par The Origin.
Oui, non, mais en fait, je reviens donc sur mon expérience de cet après-midi. Et donc, non, en fait, ce qui est génial, c'est de se retrouver à devoir expliquer qu'il y a des humains qui ont colonisé l'espace et qu'il y a donc des installations gigantesques dans lesquelles les gens peuvent vivre. Parce qu'elle me disait, mais c'est la Terre, là, maman. Mais non, parce qu'en fait, je t'explique, ils sont dans un vaisseau, etc. Mais et effectivement... je pense que The Origin est magnifique, mais j'aurais pas pu faire ce travail-là de expliquer des choses sur l'univers. Le début de The Origin, non, parce que c'est beaucoup plus dramatique et beaucoup plus réaliste. En fait, il y a une espèce de froideur de Tomino. Je pense que tu vois tout de suite dans The Origin. Ouais, puis même dans le trait, finalement, The Origin est peut-être un peu plus daté dans notre esprit que Unicorn, qui est un petit peu plus lissé, un peu plus populaire dans le trait. Quoi. Ouais. Il y a un côté un peu plus design actuel, on va dire, du manga. Et après, mine de rien, je trouvais ça quand même bien fait parce qu'au début, j'ai cru que je préférais le dessin de Unicorn, tu vois, où je me suis dit c'est beau et tout, et en fait très rapidement c'est vrai que c'est sur le découpage que ça s'est joué, où je me suis dit je vois pas les mêmes séquences vraiment de tape à l'œil que je l'ai ressenti dans The Origins, mais je pars du principe que c'est le genre de bouquin où vraiment les lecteurs, les passionnés de Gundam doivent l'avoir de toute façon. Tu l'auras dans ta collection. Ne cherche pas, ne réfléchis pas, tu vois, achète-le. Crac. Tu es d'accord? Tu acquiesces? Oui, forcément. Forcément aussi, parce qu'on passe après un certain nombre d'années de disette de Gundam en France. Et c'est vrai que dans l'absolu, quitte à mettre Gundam dans les mains de nouvelles personnes, ou de personnes qui souhaiteraient découvrir Gundam, oui, commencer par Gundam The Origin. Ça à choisir, bien sûr que c'est comme ça qu'il faut le faire, mais ce qui est intéressant, je trouve, dans le choix d'avoir fait The Origin et Unicorn, c'est vraiment que les deux peuvent être ouverts un peu comme ça au hasard, et après si ça nous dit on y va. Et là-dessus j'ai pas trop de doute, parce que la qualité des œuvres fera le job. En fait, ce qui est important, c'est maintenant, par rapport à quelques années, Gundam, c'est connu de nom. Enfin, quand on s'intéresse un peu à la pop culture japonaise, on a forcément entendu parler de Gundam. Voilà. Le problème, c'est derrière, est-ce qu'on va y aller ? Là, aujourd'hui, grâce à Vega, on apporte l'occasion de mettre les yeux, les mains dedans. Il manque que la dernière étape. Et pour moi, c'est la dernière étape. Parce que il suffit que les gens regardent ou lisent Gundam, et pour moi, ça marchera. Ouais, ça va s'enclencher. J'ai jamais entendu personne dire que Gundam c'est surcoté. Jamais. Moi je suis complètement d'accord. Je pense que si ça s'enclenche, après au niveau des lecteurs ça va y aller tout seul. Et en même temps, je pense que Gundam a un peu souffert désolé mais des fans de Gundam, parce que qui n'a jamais eu une conversation avec un amateur d'animé ou de manga j'en ai encore une il y a 3 semaines où il me disait qu'il adorait Gundam. Je lui disais moi je connais rien dans le Gundam, et à chaque fois t'as ce truc où il va dire ouais mais Gundam c'est hyper sombre et tout, mais il faut que tu regardes ça, faut que tu regardes ça. C'est un peu comme Jojo, un peu comme les fans de Jojo ont été relous à un moment quand la série n'était pas dispo en France, et qu'ils étaient là, mais ils disaient souvent que c'était sous-coté, et Gundam a aussi eu ce principe où tu sais, dans la sphère Twitter et tout le monde dit ouais mais vous connaissez pas Gundam, très bien, faites ce que vous voulez, mais vous connaissez pas Gundam. Et là en plus je trouve que c'est un investissement à moindre frais, c'est-à-dire que là où tu me disais, alors moi je suis absolument pas amateur d'animé, je suis vraiment uniquement manga papier, sauf quand c'est Takahiko Inoue. Tu vois, j'ai le mec que j'ai rencontré il y a 3 semaines qui m'en a parlé, il m'a dit il faut que tu regardes cette série, tu vois, je regarde, je sais plus combien d'épisodes et tout, je fais non, jamais je vais le faire. Là en vrai c'est un pur investissement à moindre coût, même si ça coûte 30 €. En coût temporel, on va dire, franchement, c'est l'occasion parfaite d'essayer, tu vois. Mais c'est chouette quand même. Enfin, honnêtement, je vois pas comment tu peux ne pas aimer. Comment dire, vraiment, la communauté Gundam, en fait, c'est assez paradoxal parce que dans la communauté Gundam, des fans en tout cas de Gundam, t'as pas de gatekeeping. Tu vois, t'as pas des gens qui vont te mettre une barrière à l'entrée. Ah mais non, tu es trop nul. Ah non, c'est le contraire. Ouais. C'est le contraire, et c'est pour ça que le fan de Gundam, si on faut faire un cliché, en fait, il est enthousiaste et il est content de trouver un copain. Et en fait, il veut te faire rentrer dans la fête. Mais on comprend. Il veut te faire rentrer dans la fête. Mais pourquoi tout de suite, tu veux pas aller à la fête, Kanya? Sauf que le ticket d'entrée pour rentrer, bah oui, si c'est 50 épisodes à se farcir en 2 semaines, ouais, c'est compliqué. Là, grâce à ces nouvelles éditions,
en manga aussi, un autre médium, le ticket d'entrée, en fait, il baisse un petit peu. Et ça permet de, je l'espère, rentrer plus facilement parce que vraiment, quand tu disais, voilà, quand il y a des gens qui disent sur les réseaux, ah mais vous connaissez pas Gundam et tout, il y a vraiment une impression, j'empiète peut-être un peu sur la fin de l'émission, mais il y a une impression de rendez-vous manqué, en fait, historique de Gundam en France. Pourquoi ça n'a jamais pris? Et vraiment, de la position du fan de Gundam, c'est pourquoi ça n'a jamais pris alors que c'est trop bien. En fait, comment ça se fait? Mais vos histoires et celles des fans de Dojo, je pense qu'elles se rapprochent pas mal. Hein. Et justement, comment on convainc aujourd'hui, en 2024, un non-fan de Gundam à se laisser tenter par le diable robotique? Moi, je vais jouer sur un argument peut-être pas ouf, mais qui est de dire... je sais où vous habitez. Pas loin. Mais juste de dire, t'es fan ou tu apprécies l'animation, le manga, etc. Combien de temps tu as passé à côté de ça, en fait? Oui, parce que tu vas finir par y aller, en fait, au bout d'un moment. C'est obligé. Enfin, voilà, si t'es fan, si t'as la chance d'aller au Japon un jour, tu vas avoir une statue Gundam, tu vas dire, oh, c'est beau, tu vas prendre ta photo et tout. C'est con, tu connais pas Gundam. T'as pris la photo devant le Gundam, tu sais pas ce que c'est. C'est ce que j'ai fait cet été. Arrête, c'est humiliant ce que tu fais là. C'est au Gundam Café aussi. Il est super bien le Gundam Café. Ah, j'ai pas fait le Gundam Café. Mais c'est dommage, en fait. Enfin, il y a vraiment la sensation de passer à côté d'un truc, déjà de passer à côté d'un truc qualitatif, mais aussi dans le cheminement de fans de pop culture japonaise. C'est dommage de passer à côté de ce truc qui est référencé absolument partout. Voilà, ça c'est un peu l'argument d'autorité. Après, sur l'œuvre elle-même, l'œuvre Gundam The Origin, c'est le remake du premier Gundam, ça on l'a assez dit. Et en fait, dès le tout premier Gundam, pourquoi Gundam ça dure depuis 45 ans? C'est parce que dès la première série, dedans, il y a tout. Il y a tout, il y a la tragédie, il y a le drame humain, il y a les robots, il y a les dilemmes, il y a des enjeux environnementaux, enfin il y a des trucs visionnaires, vraiment dingues. Et aujourd'hui, voilà, je suis fan de Gundam depuis longtemps, est-ce que Gundam s'est beaucoup réinventé, renouvelé? Alors il y a eu des tentatives et tout, mais globalement on reste dans les mêmes pas. Mais pourquoi? Parce que les premiers pas, ils sont magistraux, et qu'en fait il y a tout. On a tout à l'heure parlé de Dune. Je pense vraiment que Gundam, qualitativement, ça n'a pas à rougir de Dune. Et Dune arrive à conquérir plein de gens. Donc je dis à tous les gens qui ont lu ou vu ou apprécié Dune sous un quelconque format, mais allez-y. Allez-y vraiment, parce que Gundam, c'est à cette hauteur-là, c'est de ce calibre pour moi. Moi, je préfère l'argument d'autorité. En vrai, c'est le meilleur argument de dire. En vrai, et moi, je préfère Pacific Rim aussi. Mais mais en vrai, tu sais que tu vas y aller. Si t'es fan de manga, tu sais forcément que tu vas finir par y aller. Donc, combien de temps tu vas perdre encore? C'est ça la seule question. Est-ce que tu sais dans quel contexte à l'époque Gundam The Origin c'est sorti? Parce que déjà, il y a. Alors, faut dire qu'au Japon, il y a un magazine Gundam qui sort dans lequel sont prépubliées des histoires de Gundam. Et d'où les 50 séries différentes depuis 45 ans. C'est sorti dans quel contexte? Comment se portait la licence à l'époque, au début des années 2000? Alors, c'est complètement lié, hein, l'histoire des deux est intimement liée. En fait, c'est dans les années 90, vers le milieu. Il y a, alors je sais plus si c'est quelqu'un de chez du studio Sunrise ou de chez l'éditeur de manga Kadokawa qui se dit on aimerait bien lancer Gundam aux États-Unis. Bon. Les animés, si on commence par le début, ça a un peu vieilli quand même. Puis bon, les Américains aiment bien les comics. Ce serait bien d'avoir un manga Gundam. Et tant qu'à faire, ce serait bien d'avoir un manga du premier Gundam. Et on est allé voir qui c'est qui dessinait le mieux sur le premier Gundam. C'est Yoshikazu Yasuhiko. Donc voilà, c'est comme ça qu'il a été démarché. C'est on veut sortir Gundam en manga, en comics, en gros, aux États-Unis. Le produit qu'on veut, il n'existe pas. Yas, fais-le nous, s'il te plaît. Et Yas, en fait, donc bon, ok, au bout d'un moment, il accepte. Sauf que Yas, c'est le genre de mec qui te balance 100 pages d'un coup, quoi. Ah oui. Tu vois, ce chapitre-là, il va faire 120. Oh, celui-là, 80. Enfin, voilà. Mais toujours dans la masse. Enfin, c'est jamais les 40 pages hebdo. Hein. Le gars, il crache. Enfin, il est en rythme mensuel aussi. Ah oui, ok. Mais voilà, oui. Ouais, parce que c'est un robot. Je crois qu'ils t'ont menti, en fait. C'est pas possible. Mais le gars, il dégaine. Et en fait, au bout d'un moment, il se dit bon, le plus simple, c'est qu'on te fasse un magazine juste pour toi, en fait. Ok. Ça va être le plus simple. Et donc, le magazine Gundam Ace a été créé pour Gundam The Origin. Puis au bout d'un moment, ils se sont dit, on peut pas mettre qu'un manga dedans, sinon les gens ils vont faire la gueule. Donc on va le remplir. Et en fait, tous les mangas ultérieurs de Gundam doivent leur existence en partie à Gundam The Origin et à Yas, qui a dit non, moi je fais les trucs à ma façon. Vous adaptez. Moi je fais.
Mais ça veut dire qu'à la base, le manga n'était pas prévu pour le marché japonais. L'idée de lancer le manga, c'est pour les États-Unis. Ah, c'est marrant ça. Et il est sorti aux États-Unis, alors un peu après du Japon. Mais ils ont charcuté ils ont fait en fascicule, ils l'ont fait à l'américaine. Oui, évidemment. Du coup, ça s'est pas passé. Gundam aux États-Unis, c'est quand même plus populaire qu'en France, mais c'est très loin du Japon. En Europe, c'est quoi? C'est l'Italie qui est très fan de Gundam? L'Italie a eu en fait la première série Gundam quasiment juste après sa sortie japonaise, en 1980. D'ailleurs, on peut replacer un truc. La légende veut que ce soit une diffusion pirate. En gros, qu'ils n'aient pas payé de droit, qu'ils l'aient diffusé quand même. C'est faux. Ça a été confirmé il y a 10 ans seulement par des gens qui étaient témoins de l'époque. Non, c'est une diffusion. C'était du Mediaset, c'était Berlusconi, la 5 et tout, enfin tout ce truc-là à l'époque ou pas? C'est pas impossible, mais en tout cas, si c'est si c'était Mediaset et tout, on se dit on aurait dû l'avoir en France, ça aurait dû passer les circuits. Et en fait. Le truc a été légalement diffusé en Italie. Alors ils ont changé des noms, ils ont fait leur adapt, leur sauce. Et après, ça n'a pas du tout plu au Japon qui ont dit on bloque tout. On bloque tout pendant 20 ans en fait. L'Occident, vous aurez que dalle. C'est pour ça. On ça. n'a pas aimé. Donc en gros, les Italiens, ils ont un peu savonné la planche. En faisant ils font tout pour qu'on les aime bien quand même. Hein. Pourtant, Tomino, ça sonnait un peu. Ça pourrait, ça va plus complètement. Ouais. Non, mais en fait, c'est marrant parce que c'est. Après, pour moi, Gundam, je trouve que même si effectivement c'est facile d'entrer dans l'univers, il y a quand même. Une certaine terminologie. Il y a beaucoup de choses qui font que il y a une cohérence d'univers, même la temporalité, puisqu'on est en UC. Donc c'est quoi le terme exact? Universal Century. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, c'est vraiment ils abandonnent à un moment le calendrier grégorien et ils se lancent dans l'après. C'est le début d'Unicorn, oui. Voilà, c'est ça. Et je trouve que c'est... Pour le coup, je l'ai trouvé très stylé de voir justement ce point de bascule, tu vois. Ça, pour le coup, je suis bien entré dedans grâce à ça. C'est de la grande SF, c'est un truc de grande SF. Et tu vois, ce que tu dis là sur la terminologie, je fais juste une petite incise là-dessus, c'est Tomino. En fait, le mec, alors en dehors du fait que c'est un créateur d'univers, lui, il part du contrat, on lui a dit, tu fais un dessin animé avec de robots géants. Et ok, bon, je fais un dessin animé avec de robots géants, mais moi, j'ai envie que ce soit réaliste. Alors, je vais étudier la physique. Non, le mec, il est fils de... son père, il bossait sur les avions de chasse japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça rappelle un certain Miyazaki, notamment. Mais en gros, Tomino, il se dit, voilà, je dois faire des robots géants. Bon, je réfléchis 3 secondes. Un robot géant de 20 mètres sur Terre, ça tient pas debout. Ça s'écrase. Alors, quand je l'ai rencontré, je lui ai posé la question. Il m'a justement parfaitement répondu en disant, ça marche question pas. de masse, de gravité, ça ne marche pas. Il peut argumenter longtemps. Et il te dit, ça marche pas. Donc, si je dois faire des robots géants, je les mets pas sur Terre, je les mets dans l'espace, là où ils tiennent debout. Ok. Bon, s'ils sont dans l'espace, ils sont pas à poil dans l'espace, il faut bien que je les mette dans une structure. Est-ce que je fais des stations spatiales? Mais non, je veux qu'il y ait du monde dedans, je vais faire des colonies spatiales. Ok, ça plante le setting. Ensuite, c'est pour fabriquer des machines comme ça, il faut de la thune, il faut des moyens, il faut des États, en fait. Donc, je vais faire des factions, des États. Et puis, pour que les robots ils se battent, il faut qu'il y ait une guerre. Donc, je vais faire qu'ils soient en guerre. Et en fait, il déroule la pelote comme ça pour vraiment créer du setting hyper précis. Et à chaque étape, je reviens sur ce que tu disais, il va coller de la terminologie. En mode, en fait... c'est un univers fictionnel dans le futur. En fait, les gens, ils auront développé un langage, ils auront développé des termes, et c'est normal. Et il y a aussi, je termine là-dessus, Tomino, il aime pas être dans les trucs génériques. Donc, en fait, il y a un mot qui est banni de toutes les œuvres de Tomino. Un mot qui n'est jamais prononcé. C'est robot. Mais oui, c'est vrai. On ne parle jamais de robots. C'est des mobile suits. Dans l'univers de Gundam, c'est des mobile suits. Dans, je sais plus comment ça s'appelle, dans Helgheim, dans Overman King Gainer, c'est les engins silhouettes. Je crois, dans chaque série de Tomino, dans Dunbine, c'est les Laura Battler. Voilà, dans toutes les séries de Tomino, il y a des robots, et c'est un peu sa marque de fabrique, il y en a tout le temps. Ça s'appelle jamais des robots. Parce que justement, pour lui, c'est autre chose. Oui. C'est créer un univers. En fait, créer des univers où le mot robot n'existe pas, et c'est autre chose, un autre terme, et c'est-à-dire que voilà, on est dans un autre setting, un autre univers. Oui, parce qu'en fait, c'est ça qui est... comment dire? Après, moi, j'ai effectivement lu que les tomes 1 et Unicorn, mais... il y a pas, par exemple, tout le délire dans lequel nous, on vit actuellement sur l'intelligence artificielle, les aides, les assistants, parce qu'il y a juste le petit robot Arrow, là, mais effectivement, tout le reste, c'est juste des espèces de machines qui sont complètement
utilisés, pilotés et qui n'ont aucune autonomie. Donc il y a aussi une espèce de parti pris qui, à l'heure actuelle, a quelque chose de rafraîchissant, je dirais. De rétro-rafraîchissant. Voilà, rétro-rafraîchissant. C'est parce que, alors à l'époque, il fallait trancher avec les super robots et aussi l'héritage, en gros, des robots conscients, des robots sentients comme Astro, il y en a eu quelques-uns d'autres. Mais vraiment, l'un des propos de Gundam, quand c'est arrivé, c'est dire la machine est un outil. C'est-à-dire, mon robot géant, c'est une tondeuse à gazon, c'est un tank, c'est un avion, c'est pareil, en fait. C'est une arme. Et donc, oui, complètement. Et sans ordinateur de bord, pour le coup. Et donc, oui, je pense que dans la base de Gundam, on a très vite évacué tout ce qui pouvait ressembler à une machine consciente. Et ce qui fait que, oui, si tu commences à mettre de l'IA dans Gundam, alors il y a des tentatives, mais qui vont très doucement, pour dire, en fait, c'est pas le propos. Ou alors, quand ça rentre dans le propos, ça devient vraiment un questionnement philosophique. Dans la toute dernière série Gundam, The Witch from Mercury, qui essaie beaucoup de s'écarter du Gundam classique pour tenter des trucs. À un moment, quand t'as les mobile suits qui se pilotent tout seuls par IA, ça finit pas bien. Clairement, il y a du malaise, quoi. Ouais, il y a du gros malaise. Quand tu fais tuer des gens par des machines sans responsabilité, voilà, ça pose direct les problèmes. Mais oui. Mais c'est pour ça que, encore une fois, Tomino, il a eu ce génie de dire non, on va se concentrer sur les humains et les choix merdiques que font les humains, finalement. C'est ça. Mais malgré tout, ce génie a du mal à percer à l'étranger. En France, par exemple, ça n'a jamais pris à hauteur de ce que le manga et la pop culture japonaise a en France. Gundam reste à la marge. Question n'a pas de réponse, mais pourquoi on n'y est pas arrivé à l'époque? Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Gundam The Origin en 2006 a floppé, on peut le dire comme ça? Qu'est-ce qui se passe chez le lectorat français, sachant qu'on était déjà des lecteurs à l'époque, hein? Je pense que c'est multifactoriel. Il y a plein de... En fait, je pense qu'il n'y a jamais eu de bons moments. Et pour moi, l'argument numéro 1, mais ça reste vraiment personnel, pour moi, c'est la disponibilité des titres, en fait. C'est vraiment la disponibilité des titres manga qui ont fait qu'à chaque fois... En fait, il n'y a jamais eu d'alignement des planètes, on va dire, où si l'animé commençait à prendre un petit peu, parce qu'il y a eu plein de moments où j'ai l'impression que Gundam revenait, et ben si toi de ton côté tu voulais aller du coup chercher des mangas, parce que moi personnellement c'est ce qui m'attire le plus, il y a toujours eu un truc en même temps tu disais rendez-vous raté, je pense que c'est le bon terme. Avant on va dire dans les années 90, je pense qu'il y avait pas la place, tout simplement, mais comme tu vois le club. Ouais, mais regarde, quand même. On a eu la place pour Masamune Shirow, pour Ghost in the Shell, pour Appleseed. Après, mais c'est pour ça que je dis. Oui, c'est pas la même. Mais dans le sens où il y avait pas la place parce qu'il y avait déjà il y avait tellement de dessins animés japonais déjà en France, tu vois, que on est aussi passé à côté de plein de dessins animés parce qu'ils sont pas passés au Club Dorothée et compagnie. Sauf que derrière, on les a eu en manga, mine de rien. Ouais, contrairement à Paul le Pêcheur qu'on a eu sur la 5, mais on n'a jamais eu en manga, malheureusement. Mais tu vois, il y a toujours eu ce truc où on pouvait derrière se raccrocher à un titre, à un manga, alors que Gundam, il y a toujours eu un truc, et en plus pour moi personnellement le titre avait quasiment une aura de titre maudit, quoi, que même les éditeurs n'osent pas le faire parce que trop compliqué, par où tu commences. Ouais, mais pourtant j'ai l'impression d'avoir toujours connu Gundam. Bon, en même temps c'est né avant nous, hein, mais... Après moi j'ai une théorie, c'est que en lecteur que nous sommes depuis les années 90, si tu regardes, c'est le creux de Tomino, enfin c'est le moment où Gundam au Japon perd un petit peu de sa superbe et en fait se fait parodier dans plein de mangas qui sont venus jusqu'à nous, que ça soit dans GTO, que ça soit dans Otaku Girls que j'ai relu il y a pas longtemps, ou même dans les trucs un peu plus récents, Genshiken. Enfin le premier épisode de Genshiken, il se termine sur la citation de Amurore qui se prend la baffe de Noah là, et qui est devenu une espèce de trope de ironie que les mangaka de la décennie n'ont pas arrêté de parodier sous différentes formes. Et du coup, moi, je pense qu'il y a eu ce décalage entre Gundam, ça a l'air d'être un truc vachement cool, vachement otak, faut y aller. Et puis en fait, quand ils ouvraient les bouquins, ils faisaient oh mon dieu, mais c'est tellement sombre et ça n'a rien à voir avec ce à quoi on s'attendait, qu'il y a une espèce de décalage en fait qui s'est créé. Et peut-être, je pense que le cynisme de son auteur a aussi
freiner beaucoup de gens. Je fais juste un petit parallèle par rapport à ce que tu dis. Je viens d'y penser là où je me dis, mais typiquement en France, on a d'abord connu les fans de Gundam avant de connaître Gundam, tu vois, littéralement. Parce que en fait, le fan de Gundam, le fan de Gunpla, c'est un trope de manga maintenant, tu vois. Enfin, maintenant et depuis très longtemps, comme tu dis, GTO, il y a complètement de ça. Le fan de figurines de mecha, même si c'est pas dit Gundam, tu vois, ça sera le fan de mecha. Et du coup, c'était un trope. Et du coup, quand nous, enfin moi personnellement, j'en ai entendu parler, comme tu dis, tu vois, GTO et compagnie, bah tu disais, ouais, c'est les otaku, mais c'est même pas des fans de manga, tu vois, c'est des fans de figurines, de maquettes, de robots. Donc il y a peut-être eu ce côté où, en fait, ringard avant même de participer à la compète, tu vois. C'est ça, et c'est vrai qu'on peut l'ajouter au fait que pour moi, il y a deux arguments là qu'on peut ajouter sur le rendez-vous manqué. Le premier, c'est Gundam, c'est que des robots. Alors voilà, si c'est Transformers, tu vois, c'est pour les gamins. Bon, il y a cette mise à distance en plus en France, la SF, voilà, c'est compliqué. Les robots, la SF, voilà, très compliqué. Et donc voilà, le premier malentendu, c'est dire Gundam, c'est des robots. Alors oui, on les voit partout, ça fait des maquettes et tout. Non, c'est des mobile suits. Mais en tout cas, c'est des histoires humaines avant tout. Et ça, c'est un truc par exemple que Vega essaie vraiment de dire. C'est-à-dire, attendez, vous croyez que vous allez avoir des robots ? Oui, vous allez en avoir. Vous en avez encore et arrêtez de faire genre les robots, c'est pas stylé à un moment. Arrête, c'est trop stylé. Mais voilà, déjà, croire qu'il y a que des robots dans Gundam alors que c'est avant tout des drames humains. Premier truc. Et il y a surtout Gundam, phénomène, 40 ans, 30 ans, etc. Une masse énorme. Par où on attaque. C'est pas possible. Le problème des comics, de Marvel, d'ici, par où on commence. C'est par où on attaque. Et c'est là que peut-être les fans de Gundam ou les gens qui en parlent doivent rentrer en jeu. C'est dire, attendez, c'est pas compliqué vraiment. Il y a deux trucs à savoir. Donc je vais vous donner la recette pour commencer Gundam. Très simple. Toute série Gundam commence par une date. C'est la base. N'importe quelle fiche de Gundam commence par une date. Et donc dans ces dates, en fait, ça va vous dire dans quelle chronologie, à quel univers ça appartient. Et là, il y a deux cas. Deuxième élément, il y a deux cas. Soit c'est Universal Century ou siècle universel. Là, on est dans la continuité du tout premier Gundam où il y a plein de trucs. Et donc là, c'est compliqué. Demander conseil ou commencer par Gundam The Origin. Plus simple. Voilà. Et si c'est un autre cas, en gros, si la date, c'est pas siècle universel, c'est pas Universal Century, vous regardez celui qui vous plaît le plus et vous y allez. C'est indépendant, ça se picore, il n'y a pas besoin d'avoir vu des trucs. Voilà, c'est juste, faut voir ce carrefour-là. Au tout début, c'est une date. Siècle universel, voilà, c'est compliqué. Je reprends du début direct. Voilà, si c'est pas siècle universel, c'est bon. Là, tu picores. Est-ce qu'il y a déjà eu des what if comme dans les comics au niveau de Gundam ? En plus. Non, je sais pas, je demande. Il y a pu avoir, mais de manière très marginale, soit dans des jeux vidéo, ou des petites vidéos, des trucs comme ça. Mais en fait, quand ils ont envie, ils font un spin-off, quoi. Oui, évidemment. On prend des robots qu'on appelle Gundam, et puis voilà. Mais moi, je pense aussi que, ce que je disais au tout début de l'émission, c'est que finalement, Gundam, ça permet aussi de voir que il y a la culture manga. Et il y a la culture otaku. Et c'est pas la même, en fait, les gens. Et il y a trop d'amalgame. Et je pense que il y a aussi un souci dans les médias, finalement, de pas avoir réussi à faire le distinguo entre les deux. Parce que clairement, Gundam, c'est, comme je disais tout à l'heure, la base de la culture otaku moderne au Japon. Je pense vraiment, c'est tous les otaku connaissent Gundam. Un petit peu, beaucoup, passionnément. Enfin, après, c'est des différents degrés, quoi. Alors que les lecteurs de manga ne connaissent pas forcément Gundam. Ils connaissent parce que c'est affiché dans les magasins, parce qu'il y a plein de produits dérivés, parce qu'il y a des gros robots géants qui ornent parfois certaines villes. Mais en fait, c'est pas du tout les mêmes publics, c'est pas du tout les mêmes personnes qui vont s'y intéresser. Mais en revanche, tous les Français de plus de 30 ans connaissent Goldorak. C'est vrai. Et ça, c'est encore autre chose. Qui faisait des records d'audience absolus à l'époque. Quand je te disais qu'il n'y avait pas forcément la place à l'époque, je pense qu'il y a eu un truc un peu comme ça aussi. Sachant que c'est 75 Goldorak et 79 pour Gundam. C'était vraiment quelques années. Il y a le fait, par comparaison avec l'Italie, par exemple, nous, on a eu en France, il y a eu Goldorak et puis ça s'est un peu arrêté là en termes de méca. Oui. En fait, en Italie, ils ont enchaîné. Ils ont vu que ça marchait et ils ont acheté au kilomètre des séries, dont des séries de Tomino qu'il a fait juste avant Gundam, Zambotri, Daitanri et compagnie. Ils ont eu dans la veine de Goldorak Kotetsu Jig. Enfin voilà, ils ont. Et c'est pas étonnant qu'ils aient eu Gundam au bout d'un moment. Ils sont arrivés au Japon, ils ont dit Goldorak ça marche, donnez-nous tout ce qui ressemble à ça. Ouais, mais là où, par exemple,
au Japon, ça a marché aussi parce qu'il y a eu les dojins, il y a eu les conventions qui ont fait qu'il y a eu une émulsion qui s'est créée entre les deux. Les gens qui regardaient les dessins animés ou qui ont pu lire aussi les prémices de light novel, en fait. Il y avait beaucoup de fanfics qui se sont amalgamés au lore qui n'était pas canon du tout, apparemment, pendant un certain temps. Et ça, on l'a pas eu, nous. Et je pense que ça explique aussi pourquoi ça n'a pas percé, parce que finalement, les communautés se sont retrouvées autour des Gunpla assez vite et des livres importés. Mais finalement, il n'y a pas eu de convention sur Gundam, je sais pas. On peut, à mon sens, complètement faire le parallèle américain avec Star Trek. En fait, Star Trek aux États-Unis, comme Gundam au Japon, c'est des institutions, il y a des conventions qui sont dédiées à ça, il y a une grande part de fanbase, en fait, de vie par la fanbase. Et en fait, en France, tu les as pas. Donc, Star Trek, alors bon, ça sort dans des circuits costauds de cinéma, donc quand t'as un film Star Trek qui sort, il marche bien, tu vois, ça va. Mais en France, il n'y a pas les communautés de fans de Star Trek, c'est petit. Et imagine les communautés de Doctor Who. Attends, mais parfois, alors pardon, je fais partie de la communauté de Star Trek et de Doctor Who, mais parfois on n'a pas envie de se parler. Parfois on n'a pas envie de se parler entre nous aussi, parce qu'on est tellement pas d'accord. Mais il faut se mettre d'accord. Ou alors tu prends ton Zaku. C'est ça, ouais. Il y a des gens qui critiquent Enterprise. Non, Merci Internet, mine de rien, pour la culture, d'avoir mis en lien des gens qui avaient cette passion-là, tu vois. En tout cas, Mobile Suit Gundam The Origin. Oui, c'est la fin de l'émission, Julie. Non, je voulais juste dire un truc. Tu vois le temps qui passe, là. Je suis désolé, je viens de remercier Internet. Je voulais m'excuser pour ça. Non, mais juste une dernière anecdote, parce que quand donc Muto Hagio était à Angoulême l'an dernier, elle avait eu une petite anecdote sur le fait que elle aimait bien, elle aime énormément la SF, et elle avait échangé avec donc le dessinateur de Arion et de The Origin, et ils étaient tous les deux d'accord pour dire, franchement, quand tu veux dessiner des personnages, faut faire en analogique, et le numérique, c'est de la merde pour dessiner les humains. Donc c'était très drôle, voilà. Mobile Suit Gundam The Origin, édition Vega du Puy de Yoshikazu Yasuhiko. Ça, c'est déjà disponible. Tome double luxe. Et puis 5 novembre, c'est ça, si je dis pas de bêtises, début novembre, Mobile Suit Gundam Unicorn sortira. Et Jean-Philippe, toi, on te retrouve donc à la traduction de ces deux œuvres. Pas de Unicorn, pardon, alors que de The Origin. Et puis on te retrouve aussi avec le phénomène Gundam, le colosse de l'animation, chez Sœur d'édition. Voilà, qui raconte un peu l'aventure Gundam, qu'avec beaucoup de rebondissements. J'en ai dit qu'une fraction. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci Jean-Philippe de nous avoir apporté ton savoir. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Et puis maintenant, j'espère que vous allez tous au moins jeter un petit œil à Gundam, parce que effectivement, on s'y est un peu pris de passion. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine et à dimanche pour le supplément. Ciao, salut. Salut. Merci. Salut.